Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café, édition spéciale du vendredi, les voyages en zigzag. Aujourd'hui, nous sommes quelque part entre soleil et mer, entre terre et vent. Nous sommes à Essaouira, au Maroc. Essaouira, de ces innombrables barques bleues, à l'abri précaire des vents incessants venus du grand large Atlantique. Essaouira, port de pêche. Essaouira, ville ouverte sur le monde par sa géographie, son histoire, son caractère. Essaouira et ses canons ne menaçant que le Essaouira et ses ruelles, Essaouira et ses musiciens, Essaouira, havre de paix sur une planète aux abois. Abderrahim Bentrib, vous êtes le délégué du ministère du Tourisme ici à Essaouira. En même temps, vous n'êtes pas d'ici, d'après ce que je sais, mais on a le sentiment que vous êtes, comme diraient les Québécois, tombés en amour d'Essaouira. Oui, en fait, vous savez, je crois que je partage en quelque sorte le même sentiment qu'ont tous ces gens, ces habitués, ces amoureux d'Essaouira, qui ont eu dès les premiers moments le coup de foudre pour cette ville. Et ça, je crois que ça s'explique par beaucoup de choses. C'est que d'abord, Essaouira est l'une des rares villes qui a gardé son âme. Il a gardé son âme et ça se ressent à travers les gens, à travers... c'est tout ce mélange qui a gardé cette authenticité. Et c'est ce qui a permis à Essaouira, je crois, de redécouvrir sa vocation touristique. Ça n'est pas la naissance du tourisme, c'est une espèce de renaissance des visiteurs célèbres voilà moins de 50 ans. C'est monté au début des années 60 pour évoquer un peu cette période mythique du tourisme Essaouira, puisque c'est pendant ces années-là qu'on évoque des noms mythiques de stars de pop music comme Jimi Hendrix, comme les Stones, comme d'autres. Beaucoup de Swiri parlent encore de cette époque avec beaucoup de nostalgie, car je crois qu'ils sont marqués pour toujours. Et même pour, paraît-il, même certains clients d'établissements haut de gamme actuellement, il paraît que c'est des anciens hippies, c'est des jeunes qui ont connu Essaouira pendant cette époque et qui reviennent maintenant avec des cheveux grisonnants certes, mais peut-être avec plus de moyens pour se permettre des hôtels de luxe. À l'ombre du grand soleil, à l'abri des grands vents, nous sommes ici dans ce qui est sans doute la maison la plus haut perchée d'Essaouira, une maison dans laquelle vit depuis près de 15 ans Jack, Monsieur Jack, alias Jack Oswald. Il est grison, il est de quoi? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Au début, c'était le surf, comme beaucoup qui sont venus au début ici. Alors, je suis venu avec un copain, on est tombé amoureux de la ville tout de suite. Et j'ai terminé d'acheter une maison. Ça y est, j'ai resté. Mais maintenant, vous avez un commerce sur rue au centre d'Essaouira. Ça n'a pas été trop difficile de devenir un commerçant de la ville?
Non, tout à fait. C'est beaucoup plus facile qu'on pense. Tout le monde me pose cette question, surtout au début quand j'étais ici, c'était pas du tout connu parce que tout le monde pensait qu'il faut des partenaires marocains, mais à la fin, c'était tout à fait simple. Alors vous louez aussi des qu'on peut vivre complètement à la marocaine avec la vue sur la mer. Oui, bien sûr, j'ai une dizaine d'appartements qui donnent tous sur une belle vue sur la mer et ça, il aime beaucoup les touristes. On voit ici beaucoup de Français, passablement d'Anglais. Il y a quelques Suisses quand même? Oui, on est 3 toute l'année, mais il y a beaucoup plus de passages maintenant. Avant, il y avait très peu de Suisses. Je vois beaucoup plus qui viennent. Mais ils ne restent pas toute l'année, ils sont plus des touristes, bien sûr. 15 ans après, qu'est-ce qui continue à vous plaire, à vous charmer dans cette ville? Je crois que cette ville, il est unique au monde parce que vraiment on a un climat qui est toute l'année le même. On a la mer à côté, moi comme Grison avec les montagnes, ça change beaucoup. Alors moi j'aime toujours cette ville. Je crois que je vais rester ici toute ma vie. Activité traditionnelle d'Essaouira, la marqueterie. Alors en matière de marqueterie, les pièces qui sont principales de l'artisanat, ce sont plutôt les guéridons en bois de citronnier, comme des tables de chevet, qui peuvent se mettre comme les tables de salon, qui se mettent au canapé. Et après, il y a à bijoux, les grands coffrets aussi qu'on donne à la mariée. À la mariée, on met les bijoux, tout ce qu'on offre à la mariée. Et il y a aussi un très grand choix sur les coffrets à bijoux, les aussi, avec du cèdre dedans, où ça sent un très bon parfum. Il y a aussi, c'est un antimite qu'on boit. Il y a aussi comme des petites boîtes bonbonnières, comme des pieds de lampe, comme des coupes-papier, des bracelets, des œufs, les gens qui collectionnent des chouettes, des tortues, des éléphants. Il y a tas de choses aussi qui s'ajoutent aussi qu'il y a des jeux. Il y a aussi le citronnier qui est frit. Apparemment c'est le citronnier cuit qui donne une teinte qui est noire, qui est aussi incrusté. La nacre aussi, de la vraie nacre, c'est les ornements de la côte atlantique. Et après c'est incrusté en profondeur et ça donne vraiment de très belles choses à voir à l'œil. C'est une ville, comme vous le constatez, qui est très, très animée du matin au soir, avec une médina où on s'active dès les premières heures de la matinée. Apparemment, il y a des gens d'origine différente. Il y a des gens dont le visage est plus sombre, d'autres dont le visage est très clair. D'où vient ce mélange? Ça vient du fait que dès le départ, le sultan, le bâtisseur de la ville, Sidi Mohamed Ben Abdallah, a voulu que ça soit ainsi, parce que c'est la première ville qui a été réalisée, construite, bâtie par une décision royale avec l'aide et l'appui d'un architecte français connu. À Essaouira, de toutes les régions du Maroc, et évidemment ce qui restait des esclaves un peu venus du sud, des pays sud-sahariens, mais aussi des populations berbérophones d'autres régions du Maroc, populations du nord du Maroc, et populations de confession juive qui est très active notamment dans le commerce. Ils étaient beaucoup plus nombreux, certainement actuellement ils sont moins nombreux, mais c'est un fait qu'à une certaine époque de l'histoire de la ville, la population juive était carrément plus nombreuse, plus importante que la population de confession musulmane. L'histoire des Essaouira était liée au commerce international, puisque lorsque le sultan Mohamed Ben Abdallah a décidé de bâtir la ville, il avait comme arrière-pensée d'en faire une plaque tournante commerciale et un port commercial important pour le Maroc. Un port sur l'Atlantique, un port sur... Autrefois,
Les caravanes chamelières apportaient jusqu'ici les denrées précieuses, venues parfois de l'autre bout du Sahara. Et si les montures dormaient à l'extérieur des murs, leurs maîtres caravaniers faisaient quant à eux halte dans ce qu'on appelait des foundouks, de grandes maisons d'hôtes qui leur étaient réservées. Aujourd'hui, ces ont été transformées et embellies et sont devenues des riads d'hôtes que les voyageurs avisés préfèrent à l'impersonnalité des hôtels internationaux. À l'intérieur de la Médina interdite aux voitures, les riads se multiplient année après année et l'un d'entre eux appartient désormais à un couple pas tout à fait. Ça se voit pas forcément au premier abord, mais vous arrivez de Suisse presque tout droit. On a décidé de faire notre vie ensemble, de faire quelque chose ensemble, de changer un peu notre vie et avoir une activité ensemble. Mais le Essaouira, parce que c'était ma ville préférée. Et quand j'ai rencontré Cornelia en 82, elle est venue au Maroc et je l'ai ramenée ici, dans ces lieux, à Essaouira. Et on est tombé amoureux et chaque fois pendant les vacances, on était là. Et c'est une ville merveilleuse et ce lieu, c'est notre bijou, notre rêve. Et on a réalisé ce rêve. Sénégal, pour moi, vous voyez, c'est une base quand même pour pas mal de choses. De gérer une maison, pour moi, Villa Maroc, c'est pas un hôtel. Pour gérer Villa Maroc, une maison d'hôte, un riad, c'était tout à fait faisable d'abord et comment dire, un rêve aussi de faire autre chose, de changer la vie, de recevoir, d'un pays qui est très accueillant, de partager ça avec d'autres aussi. C'est tout à fait l'authenticité, parce qu'on est à la recherche de ce qui est authentique. Et cette ville, elle était à l'écart depuis des années et des années. Et c'est ça ce qu'on a trouvé extraordinaire, parce qu'on est loin de la circulation, de la pollution, la sympathie des gens. Et il y a une sérénité dans la ville. Et quand vous allez vous découvrir quelque chose d'extraordinaire, on a ce sentiment. C'est ça ce qu'on a besoin. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ces femmes en hek, on voit juste les yeux. Et on a envie de découvrir cette personne, de voir. Pareil. On est à la recherche vraiment de la découvrir parce que personne n'arrive à découvrir réellement sa petite ville. Et c'est extraordinaire. En fait, vous auriez pu faire le choix de cette activité commune en Suisse. C'était inimaginable ? Oui. Impossible. Impossible. Non, c'était vraiment le choix de vous voyez, le Maroc, pour moi, c'est un pays où beaucoup de choses sont possibles encore. C'est une chose que j'aurais aimé de faire en Suisse. Vous voyez, au Maroc, il y avait jusqu'à il y a 5 ans, je dirais, il n'y avait que les grands hôtels assez standards, plutôt internationaux, où vous mangez une cuisine un peu quelconque. Vous voyez, pour le grand tourisme. Et avec les riads, des maisons marocaines, où vous vous sentez en famille, plutôt que dans un hôtel, plus proche du Maroc, des traditions, des Marocains. Vous voyez, c'est des maisons qui ont été habitées par des familles marocaines. On ne change pas, on aménage d'après. On ne change pas on refait un peu la vie telle qu'elle a été pour les familles. Au début, c'était des familles juives marocaines qui habitaient dans ces maisons à Essaouira. Et puis après, des familles musulmanes. Et il y a 13-14 ans, ça a été transformé en hôtel, en riad. Riad. Aussi splendide soit-il, Essaouira ne se limite pas à ses riads,
Et c'est tant mieux, car la cité n'est pas seulement une destination touristique, c'est d'abord et surtout une ville où vivent et travaillent des milliers d'artisans. Grâce au bois du tuya qui prolifère dans l'arrière-pays, ébénisseries et marqueteries sont en quelque sorte la vitrine du pays. Ce métier, je l'ai appris chez des grands maîtres, des anciens maîtres, parce qu'ils ont les expériences comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, j'aime ce métier. On prend beaucoup de temps parce que tout à la main. On travaille pas de machine, pas de rien. Voilà. Justement pour des comme ça, voilà. Mais aujourd'hui, il existe des machines. Vous n'en voulez pas ou... Non, on a l'habitude de travailler tout à la main, c'est ça. Là. Voilà. Et vous préférez? Oui, justement. Pas de séparation, pas de spécialisation des métiers, et pas de machine. Chacun doit savoir raboter, dessiner, inciser, incruster, pour décorer de nacre, de citronnier, de métal parfois, des objets et des meubles dont une partie seulement est destinée aux visiteurs étrangers. C'est sans doute grâce à l'amour du métier, mais aussi à la clientèle locale, pas toujours aisée, mais toujours exigeante, que la tradition s'est bien conservée. Sans oublier la finition, celle qui va rendre épatant le plus petit colifichet comme le plus imposant guéridon. Finition, c'est-à-dire patine et brillant. Le brillant, c'est du vernis au tampon. L'alcool à brûler, c'est un mélange, on le fabrique ici. L'alcool à brûler mélange avec de la gomme lac, des feuilles, de la résine. Ça se dissout pas, c'est l'alcool à brûler avec le tampon de coton pharmaceutique. Après l'huile de coude. Justement. Évaporé, ça reste de la gomme lac. Et ça protège le bois parasite comme ça. Parce qu'on utilise l'alcool à brûler à 90 degrés. Vous voilà représentant la culture marocaine. Apparemment, pour vous, je pense qu'il fallait l'assimiler. Ça s'est passé comment? Vous, Grisonne et la culture marocaine arrange. Oui, écoutez, c'est assez intéressant à vivre finalement. Je suis arrivée au Maroc, nous sommes couple mixte. Au début, on tient encore à ses propres traditions, mais au bout de quelques années, surtout avec les enfants aussi, Noël, ça n'a plus d'importance. Vous voyez, aujourd'hui, on fête les fêtes marocaines, puisque c'est ça ça fait drôle de fêter Noël ici. Et après, c'est suivi par l'Aïd el-Kébir. Et là, c'est la fête. Tout autour, c'est la fête. Noël, c'est devenu un peu, oui, un peu fête, mais quand même pas vraiment la grande fête. Ce qui veut dire que vous vous sentez marocaine? Non, quand même pas tout à fait. Je dirais, je me sens très bien ici. Je me suis bien adaptée. Je pense, mais je suis toujours suisse quand même. Abdelrahim, qu'est-ce qui vous permettait de penser, quand vous avez fait le choix, j'allais dire le pari de venir ici, que ça se passerait bien pour vous, mais aussi pour Cornelia, justement dans la mesure où elle n'était pas marocaine? C'est une question pertinente parce que on n'a pas choisi la facilité, parce que c'est deux cultures tout à fait différentes, une culture suisse et une culture marocaine, qui est beaucoup plus traditionnelle de mon côté, et à assumer la responsabilité et de garder une harmonie dans notre couple, disons, les deux cultures. Et finalement, au fur et à mesure, on connaît dans cette ville, il y avait beaucoup de cosmopolites et il y avait plusieurs religions, il y a plus de traditions, il y a berbères, il y a arabes, il y a juifs, il y a chrétiennes et tout ce mélange qui donne cette impression de convivialité ensemble. Et on s'adapte. C'est-à-dire que Cornelia, elle est complètement marocaine, adaptée quand même pas mal sur la vie marocaine.
moi aussi, je me suis adapté à une autre culture donc, européenne. Et ça, ce que vous voyez, c'est un mariage entre la culture marocaine et la culture européenne. Et ça, c'est... C'est le fin juin. Et cette année, c'est le dernier week-end, le 26 au 29 juin. Ça se passe à côté de la Médina ou dans la Médina. Toute la ville devient vraiment très animée. La musique continue pour 4 jours, ça ne s'arrête pas. Ils sont venus de l'Afrique noire comme esclaves. L'origine de la musique, c'est dans l'islam, mais la musique s'est intégrée avec l'islam. Et la plupart des Gnawa, ce sont les descendants de ces esclaves. Et aujourd'hui, ils touchent tout. Mais quand je suis venue ici, les familles, les gens qui tenaient beaucoup aux traditions, tandis que les gens avec plus d'éducation, si vous voulez, pensaient au Gnawa comme folklorique.
le Malem, c'est le maître du groupe. Et pour qu'il devienne Malem, il faut qu'il passe toutes les étapes de, je ne sais pas comment dire en français. Initiation. Oui, d'initiation. Voilà. Ici, les Marocains, ils connaissent que ça existe, le Gnawa, et il apprend comme enfant. Moi, j'avais dans la maison où j'habitais avant, toujours dans la Médina, j'avais une famille à côté de moi avec un enfant que j'ai vu tout petit, qui est devenu déjà quelqu'un assez exceptionnel. Vous dites vous-même qu'elles étaient d'origine plutôt pauvre. Quelle impression cela leur fait-il de voir que leur musique, que leur tradition fait désormais le tour du monde? Je crois qu'il y a une ambiguïté, si ça c'est le mot correct, je ne sais pas. Parce que il y a des gens qui critiquent un peu pour dire que c'est devenu trop public, c'est pas assez secret et mystique. Mais je pense franchement qu'il n'a pas perdu cette qualité de spiritualité. Et parce que les Gnawa, ils continuent de faire pour les gens qui sont malades psychiquement. Comme ça, ils continuent parce que c'est une musique. Gnawa, ça veut dire une sorte de musique qui est traditionnelle, qui est spirituelle. On se connaît depuis l'enfance. Nos parents, notre famille se connaissent bien. Et on est dans une ville et dans un art gnawi et dans un rituel depuis longtemps. Mais le groupe, il existe depuis 1991. Ouais. Mais on dit que la musique gnawa peut aussi soigner, peut aussi guérir. Oui, la musique gnawa, c'est une musique qui est... Les gens qui la connaissent, qui ont des expériences avec cette musique-là, qui guérit les choses spirituelles, qui guérit les choses, les maladies psychiques. Il y a des sortes de maladies qui se guérissent avec cette musique-là. Et ça, c'est une histoire depuis longtemps, ce n'est pas maintenant. Mais maintenant aussi, il y a des cas, il y a des gens qui se guérissent avec ça. Il y a des gens qui ont une idée de se guérir avec ça. Ils arrêtent de se guérir avec cette musique-là. Cette musique-là, c'est une cérémonie qui chaque chose signifie quelque chose. On ne danse pas comme ça. Il y a des danses avec des scènes et avec des démonstrations, avec des choses qui montrent le respect pour les esprits, le respect pour la chasse, pour les mauvais, les danses qui disent plein de choses. Il y a des danses qui sont individuelles, il y a des danses qui sont collectives. Par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas la musique gnawa, si longtemps, ils vont entendre presque la même chose. Mais si tu rentres dans la plus profonde, ton oreille et tout ça, tu vas trouver il y a plein de rythmes, plein de mélodies, plein des harmonies. Il y a plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui a une grande histoire. Ce n'est pas... C'est ça le problème de cette musique-là. Mais aujourd'hui, c'est aussi devenu un festival et vous avez une grande responsabilité dans la création de ce festival. Oui, pour le festival des Essaouira, pour cette année, on est dans la 16e édition de notre jeune festival. Ça existe depuis l'année 98 jusqu'à maintenant et on est arrivé de faire venir un grand public ici, une quantité des amis des Gnawa, des gens qui aiment la musique Gnawa.
C'est par la culture que cette ville va se développer. Travail dans le patrimoine, préserver cette ville comme classée patrimoine mondial, c'est grâce à la société civile finalement. Donc on est pertinemment à la recherche de développement parce que cette ville, elle était toujours à l'écart. Et c'est tout quelques années, 5 ans, 6 ans, comme ça a commencé à être connu partout dans le monde. Et les gens qui vous rendent visite à l'hôtel, c'est cette vie culturelle qu'ils viennent voir ou oui, parce que quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, la ville, c'est une ville, on cherche l'authenticité, ça veut dire qu'on est à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve plus ailleurs. Hein. Donc, avec la vie européenne ou la vie des grandes villes à Casablanca, tout est devenu trop rapide, moderne, et tout d'un coup, c'est un recul en arrière, à la recherche de la source, finalement, de quelque chose qu'on a perdu, donc quelque part. Et là, c'est ça, un dépaysement, donc on aime ici. Et le côté culturel, bien sûr, parce que là, on est en train de faire beaucoup pour que cette ville soit absolument une ville culturelle. Et j'espère qu'on va réussir pour le faire. Quand on entre, par exemple, Cordélia, dans une auberge japonaise, il faut connaître les rites, les habitudes, les règles. Est-ce que quand on entre dans un riad marocain, on doit se soumettre à quelques règles ? Écoutez, moi je pense que non, finalement. On essaye de faire sentir notre hôte comme chez lui, qui se sente chez lui, qui se promène pieds nus s'il en a envie, il prend son petit déjeuner quand il veut. Non, finalement, chez nous, c'est la grande maison privée. Oui, mais une maison, ça se respecte. Oui, exactement, parce que comme c'est notre maison, on reçoit nos hôtels. Par exemple, les clients dans d'autres hôtels, c'est qu'un numéro et le contact s'arrête là. Alors, tandis qu'ici, nous sommes absolument, on veut montrer notre culture, notre patrimoine, notre architecture, notre richesse. Oh, bien sûr qu'il doit avoir un respect pour l'autre et de connaître la différence et respecter la différence. Alors, en rentrant ici, c'est une découverte pour la personne et on essaye de montrer de telle manière avec ce que nous avons ici, en même temps avec notre cuisine qui est absolument marocaine, et de faire connaître la vraie culture marocaine dans les lieux. Et c'est très important. Mais il faut que l'autre doit accepter aussi, de ne pas devenir disant moi je suis tombé. Il doit accepter ce qu'on lui propose aussi. Mais on propose quelque chose de bien. Vous demandez, Ayed, c'est d'abord comment on devient cuisinière quand on habite Essaouira. La première chose, c'est apprendre à la maison. Toujours Essaouira, ici au Maroc, les filles, ils apprennent à cuisiner à la maison, avec la mère. Donc il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école ici, malheureusement, parce que c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'école de cuisine, d'école de cuisine. Seulement avec l'expérience de la maison. Et vous aussi, vous avez appris chez vous? Ouais, chez moi à la maison. À la maison, avec des gens. Ouais. Qui fait la cuisine normalement, les hommes ou les femmes? Normalement, c'est les femmes. Mais maintenant, il y a dans le plus grand hôtel, il y a des chefs, des hommes. Mais qui fait le mieux la cuisine? Les femmes. Non, ça, c'est la femme. Elle fait la cuisine, mais toujours les grands chefs, c'est les hommes, malheureusement. Et pourquoi? Vraiment, ça, je ne sais pas, parce que dans tout le monde, il y a les grands chefs. Ça change. Ouais, c'est la vie qui change. Ayat, le menu aujourd'hui? C'est pigeon farci au couscous. Difficile à faire? Un peu parce qu'il prend le pigeon un peu de temps avant de nettoyer, de faire comme ça. Nettoyer les petits ails, comme ça, un peu difficile. C'est une tradition d'ici, le pigeon farci? C'est un plat marocain. C'est un plat marocain. Mais c'est fait dans les grandes fêtes. Les grandes fêtes. On fait farci avec couscous. Oui. Aujourd'hui, il y a couscous. Farci seulement avec des couscous, des amandes, des raisins secs et une mélange des épices. Les oignons, le persil, un peu de coriandre, un petit peu de coriandre, du gingembre, du poivre, sel,
et l'huile et un peu De cannelle. de la cannelle. Ça va vous prendre combien de temps tout ça? Pour préparer, il faut presque une demi-heure. Pour préparer tous les mélanges. Et pour cuire, il prend un peu de temps, presque 3 heures, 3h30, 4 heures, jusqu'à 4 heures. Alors, si vous voulez bien, on regardera ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais faire un petit tour en ville et on se retrouve tout à l'heure, d'accord? Oui, d'accord. Oui, d'accord. À bientôt. La boîte magique, la fameuse boîte, c'est une petite boîte secrète qui est très astucieuse. Donc il faut vraiment chercher l'astuce pour l'ouvrir. Il y a une petite clé qui est cachée dans le compartiment au-dessous. Et après, il faut chercher la serrure qui est cachée en quelque part. Et comme décoration, ça peut se mettre comme un modèle serre du livre dans une bibliothèque, à tel point qu'on ne découvre même pas que c'est un coffret à bijoux. En fait, la boîte, il faut chercher l'astuce pour ouvrir cette boîte, comme ça ne bouge pas. Donc il y a des mouvements à coulisser pour trouver la clé. Et après, c'est la serrure qui est cachée quelque part sur cette partie. Donc, je vais coulisser la base du coffret. Donc, et après, on coulisse la petite languette qui se trouve sur le côté. On va la faire sortir. Et après, on s'aperçoit qu'il y a un petit arrangement sur la partie base du coffret. Donc là, c'est caché la clé. Donc, on récupère la clé. Donc on met tout ça de côté, surtout quand on n'a pas l'habitude d'ouvrir la boîte, on met tout ça de côté et après on va se débrouiller pour trouver la serrure que je viens de dire qui était cachée en quelque part sur cette partie. Donc il faut que je coulisse la partie du milieu, je l'avance par rapport à la partie de base pour que je puisse descendre la petite languette du milieu. Donc après on prend la clé et on ouvre la boîte. Et après, on ouvre le coffret. Un objet, une boîte mystérieuse, une boîte secrète comme celle-là, ça coûte combien? Celle-ci, c'est dans un ordre de prix de 120 dirhams. Ça fait donc 18 ou 19 francs suisses. Voilà, à peu près, oui. 19 francs suisses. C'était pas prévu au programme, mais une visite. Alors, je vais te demander de te présenter. Mounia, tu te présentes. Mounia, tu veux bien? Mounia, regarde. Elle veut pas. Elle veut pas. Mais puisque c'était en filigrane, parce que quand on forme un couple, c'est aussi pour avoir des enfants. Vous avez l'impression que ça vous a aidé à entrer dans cette ville, d'avoir une enfant? Oui, moi je pense. Oui, vous voyez, et savoir une petite ville, c'est. Oui, là, je pense on est une famille tout à fait normale. Et avec les enfants, c'est quand même, on est dedans, on vit, il y a l'école, il y a les contacts avec les autres enfants. Oui, moi je pense que c'est quand même, on est plus dedans. Comme oui, famille. mais l'enfant aussi, quand je regarde notre fille qui parle les 3 langues, par exemple, parle marocain, parle français, parle suisse allemand, c'est ce mélange de culture aussi, c'est qui se transforme même à travers notre vie quotidienne. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vous qui me faites penser à poser cette question, mais pour vous en particulier, qui êtes marocain, qui êtes de culture marocaine, que vous a apporté le fait de vivre en Suisse alémanique, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Bon, d'abord, je n'ai jamais vécu en Suisse alémanique, je suis toujours en passage, j'étais toujours en passage là-bas. Mais ce qui m'a ramené cette rencontre comme richesse, c'est notre culture. J'étais toujours lui par aussi l'autre, ça veut dire cette culture que je vais en Suisse alémanique et je regarde, bon, souvent on dit que c'est comme ça, mais quand même ça rapporte quelque chose de beaucoup pour moi, pour mon travail aussi, c'est que j'ai appris beaucoup de ça. Cornelia, si on en juge par le concert des moineaux ce matin dans la Villa Maroc, vous faites peut-être la cuisine, mais vous ne faites pas les moineaux sauvages. On ne fait pas les moineaux sauvages, non. Mais par contre, on fait des pigeons qui ont une tradition dans la cuisine marocaine, qu'on fait en tagine ou qu'on fait dans la pastilla. Un des plats les plus connus de la cuisine marocaine. La pastilla aux pigeons. Alors, qui fait la cuisine dans un établissement comme le vôtre?
À Villa Maroc, c'est 2 cuisinières, des femmes, des Essaouira, qui n'ont pas fait de grandes études cuisine, mais qui aiment faire la cuisine et qui font une cuisine familiale, traditionnelle. Et vous-même, vous vous êtes familiarisé avec la cuisine d'ici? Oui, beaucoup. Moi, j'ai étudié beaucoup la cuisine marocaine. La cuisine marocaine est très mixte, disons. Il y a les recettes des cuisines juives, de la cuisine juive marocaine, et puis il y a des influences d'Espagne. La grande cuisine marocaine, c'est la cuisine de Fès. Mais vous êtes même allé un petit peu plus loin, puisque ces jours-ci sort de presse en Suisse et en 3 langues un livre de cuisine marocaine, dont vous êtes l'auteur, vous qui êtes professeur de cuisine, mais en Suisse. Oui. Écoutez, ça aussi, c'est un vieux projet. J'ai des amis en Suisse qui m'ont toujours dit « Tu devrais faire un livre, tu fais de la bonne cuisine ». Et puis, en arrivant au Maroc, l'idée était toujours là, mais au début, on n'avait pas le temps de s'occuper de tout ça. Et puis après, avec justement plus de connaissances de la cuisine, on a pris la décision de faire un livre de cuisine. Alors qui a fait quoi? Votre mari est marocain, il a mis lui aussi la main à la pâte, ou c'est vous et seulement vous? Non, non, pas du tout. Abderrahmane, il est très important dans l'histoire, puisque lui, il a quand même... Vous savez, les hommes marocains sont très gâtés. C'est toujours la mère qui fait la meilleure cuisine, évidemment. Il est très sceptique sur tout ce qui arrive à table. Si lui n'aime pas, on supprime. C'est lui qui a le dernier mot à dire, disons. Alors le choix, ça passe par nous deux, et puis après les recettes, ça a été en collaboration avec les cuisinières, évidemment. Ce qui veut dire que chacune des recettes du livre a été expérimentée ici avant même d'être rédigée et publiée? Oui, bien sûr, bien sûr. On fait des essais, vous voyez, on trouve une nouvelle recette, on essaye. D'abord nous, après on sert aux clients, si ça passe, on garde, et si ça passe pas, on supprime de nouveau. C'est un travail. Notre but, c'est de montrer aux étrangers le vrai Maroc, à travers la cuisine traditionnelle. Dans la Villa Maroc, cette maison qui a été habitée par une famille marocaine, de vraiment faire sentir le Maroc. C'est vraiment trop tôt pour vous poser la question, mais je vais vous la poser quand même. Vous avez l'impression que vos vieux jours, ce sera ici? Je pense que oui. Oui. Je pense pour toi, c'est clair. Antoine m'a toujours dit, je ne vais pas vieillir en Suisse. Et pour moi, franchement, je trouve que la chaleur humaine au Maroc, vous ne la trouvez pas en Suisse. C'est pas... je pense que... Non, c'est très... On ne peut pas le dire non, comme ça. Moi, je le pensais moins sérieusement en disant que je ne veux pas vieillir en Suisse, parce que bon, c'est ma culture aussi qui me le permet. J'ai l'impression ici, je suis toujours entouré. Je pourrais toujours trouver quelqu'un à gauche, à droite, qui va m'accueillir et qui va me servir quelque chose, de me traiter comme un vieillard, mais c'est ça dans notre culture. Moi, d'un œil extérieur, quand je vais en Suisse, souvent, je vois des gens qui sont seuls. Et ça me rend beaucoup triste. C'est ce qui me dit, moi, je préfère quand même rester là, jouer à les dames ou aux échecs dans un endroit avec des vieux, et ça me réconforte. Nous voilà arrivés au terme de ces quelques 3 quarts d'heure passés ensemble à Essaouira, au Maroc. J'espère que vous y avez trouvé autant de plaisir que nous. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.